Le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Cet épisode sera diffusé en 2 parties. Retrouvez la deuxième partie dans l'épisode suivant. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déclic comprend les transitions dans lequel nous explorons les coulisses des transformations humaines, numériques et environnementales des individus et des organisations. Aujourd'hui, on est ravis de recevoir David Sussman, entrepreneur marseillais, passionné par la mer et engagé pour la planète. Bonjour David. Bonjour Chloé. Et donc, tu es le fondateur de Seafoodia, une entreprise pionnière dans la distribution de produits de la mer issus d'une pêche durable. Tu es aussi le fondateur de Pure Océan, qui soutient là la recherche scientifique pour protéger l'océan. Tu milites pour une économie responsable, collaborative et profondément humaine. Et enfin, tu es aussi le cofondateur des Transformers, dont tu nous parleras un petit peu au cours de notre interview. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est le déclic qui a fait le changement. Tu es justement interviewé dans le podcast Déclic. Quel a été ton déclic pour faire de ton entreprise un acteur engagé à la fois pour l'environnement, pour l'humain, à une époque en 1996 où l'on parlait peu justement de durabilité dans le secteur des produits de la mer? Chloé, mon déclic, il s'est fait avec le temps en fait. Il a été lent. Il y a eu un moment précis, c'est vrai, dont je parle souvent, c'était à la foire de Boston, des produits de la mer avec des Inuits. Et des Inuits avec qui je travaille, les Inuits, vous savez, c'est au nord du Labrador. Et avec qui je travaillais, j'achetais des produits de la mer, en 2019 ou 2018. Et nous parlons en fait du changement climatique et du fait qu'un Inuit qui pleure en m'expliquant pour la première fois, il vivait vraiment le réchauffement climatique et depuis des millénaires, ils avaient une façon de pêcher et que en raison du réchauffement climatique, ils avaient de l'herbe à une période où finalement ils ne devaient pas avoir d'herbe. Et ce qu'il avait noté, c'était que, eh bien, comme on le vit d'ailleurs aujourd'hui, il y a des moments où il y a de très fortes températures, il y a des moments où il y a de très basses températures, il y a des moments où il y a de la pluie, comme on vit aujourd'hui à Montréal, par exemple. À Montréal, j'ai un bureau. En ce moment, on devrait avoir 2 mètres de neige. Et il n'y a pas du tout 2 mètres de neige, il y a des pluies intenses. Et ça n'empêche pas que peut-être dans 3 jours, on aura 2 mètres de neige. Bref, que c'est extrêmement cyclique. Et le changement climatique a eu cet impact. Et cet échange avec cet Inuit, qui avait un impact sur mon métier, puisque on reviendra peut-être sur l'historique, mais Oui, bien Seafoodia sûr. est donc un acteur parmi les leaders sur son métier de distribution de produits de la mer. Je me suis vraiment rendu compte que quelqu'un vivait de façon très intense. Et puis quelques mois plus tard, c'était aussi la sortie des documentaires d'Al Gore avec Mm. Leonardo DiCaprio, Ouais. qui a aussi commencé à militer. Et je crois que c'était le premier ou deuxième documentaire d'Al Gore qui me faisait prendre conscience finalement que ce que je vivais depuis 10 ans, qui me choquait dans mon métier, parce que j'avais eu le temps, j'avais la chance de parcourir le monde. La chance que j'ai, peut-être, j'ai été un early adopter du fait que oui, il fallait parler Mm. de transition environnementale. Et oui, on avait un vrai impact. C'est parce que moi, je travaille avec la nature toute la journée, puisque Mm. j'achète des produits de la mer, de l'océan sauvage, partout dans le monde, de façon durable et responsable. Et donc, j'ai pu voyager. Voilà, j'ai pu faire le tour du monde plusieurs fois dans un sens, dans un autre, en essayant de m'arrêter partout, en me demandant justement est-ce que les pêches sont durables, est-ce qu'elles sont responsables, avec qui je peux bosser pour 100 ans, voire 1000 ans. Je prône souvent le fait qu'une entreprise doit naître pour 1000 ans et qu'il faudrait Mm. qu'elle soit là. Et donc, j'ai eu la chance de voir tout ça alors que c'était pas du tout ce que j'avais prévu initialement. Mais j'ai grandi à Marseille, je suis né Ouais. à Marseille. J'ai nagé très tôt autour du cercle des nageurs et des bains militaires. J'allais au Frioul. À 6 ans, j'ai eu Mm. la chance d'aller déjà au fond de l'eau avec un masque, un tuba, et ensuite avec un masque, et à 7 ans, des bouteilles. Et j'étais marqué par la beauté de l'océan et de la nature. Et finalement, j'avais toujours rêvé de travailler avec la nature. Et quand à 24 ans, j'ai décidé de créer ma société, alors que j'en avais déjà créé quelques-unes avant, mais à 24 ans, je voulais créer ma société, et démarrer de zéro aux États-Unis, et que j'ai eu la possibilité que ce soit dans le domaine des produits de la mer, ce que j'appelle les merveilles des océans, je l'ai fait. Mm. Et, et c'est vrai que donc dans ce domaine-là, bah, on le vit au quotidien finalement, ce Donc réchauffement un déclic climatique et plutôt cette lent, mais qui voilà, vient de loin, qui est plutôt transformation du profond. coup que nous devons mener. Mm. Donc un déclic plutôt lent, mais Oui, profond finalement. bah, c'est profond. Ce qui est certain, c'est que
Non, ma génération, donc je suis né en 1970, j'ai eu mon bac en 1987, j'ai fait mes études de commerce, on va dire, entre 1988, 89 et 94. On parlait pas d'environnement. On parlait pas de... Jamais. Ça n'était pas un sujet. On consommait. On s'est jamais posé la question sur les limites Justement, on va en parler. de l'humanité. Ouais, on va justement en parler parce que effectivement, tu as fondé Sifoodia, donc l'entreprise collaborative comme levier de transformation. C'est ça qu'on va aborder maintenant dans l'interview. Effectivement, Sifoodia repose sur une philosophie forte finalement, responsabilisation, co-construction, travail en équipe. Justement, en quoi cette approche du collectif transforme vraiment la performance d'une entreprise pour les auditeurs qui nous écoutent dans des clics, d'après toi? Je pense que on peut plus faire. Je pense qu'on peut plus. On peut difficilement faire autrement. Si vous voulez avoir, alors si on commence sur le côté humain, puisqu'une entreprise, c'est une équipe, d'accord? Ce sont des hommes. Vous en parliez, vous me parliez de la régie, vous me Mm. disiez, voilà, vous savez, derrière moi, il y a Vincent, il y a Il y a Sylvain, Sylvain. etc. Voilà, Mm. vous êtes peut-être pas seul. Moi non plus. J'ai 120 collaborateurs chez Sifoodia, une dizaine de collaborateurs chez Pure Océan, etc. Et puis toutes les parties prenantes et impliquées. Je crois il faut avoir une vision, et c'est pour ça, on en parlait un peu plus tôt, j'aime bien parler de vision à 10 ans. Quoi qu'il arrive, se dire, finalement, je rêve d'être où dans 10 ans? Je rêve de faire quoi dans 10 ans? Qu'est-ce que j'aimerais avoir réalisé? Et puis, ça se passe jamais comme prévu. Et il faut que ce rêve à 10 ans reste toujours un rêve à 10 ans. Et dans l'année d'après, il faut refaire un rêve à 10 ans, toujours un rêve à 10 ans, et toujours continuer à rêver en essayant d'atteindre les objectifs. Mais 10 ans plus tard, on peut se retourner et en se disant, tiens, est-ce que j'ai fait ce que j'avais dit il y a 10 ans? Mm. C'est un Est-ce que exercice. ça change justement dans la manière de manager, de prendre des décisions, d'avoir cette vision? Absolument. Parce que du coup, vous êtes moins sur le court terme, même s'il faut être sur le court terme. Mais dans les moments les plus difficiles, quand vous traversez la tempête, vous savez que vous allez vers un objectif et que vous allez aussi avoir des jours plus heureux. Mm. Et ça permet de traverser les tempêtes. Donc, il faut absolument pas rester sur le court-termisme, qui peut être anxiogène, qui peut être difficile à vivre. Et puis, pour nous, les entrepreneurs ou les gens qui travaillons, qui menons des projets, Mm. l'action, en fait, permet aussi de mieux se porter, parce que sinon, encore une fois, on a mal au ventre, surtout quand on est face à ces enjeux. Vous parlez des clics, le changement climatique. Là, beaucoup de personnes ne veulent pas en parler parce que finalement, ça leur donne mal au ventre, ils ont peur et préfèrent penser à leur quotidien. Passer à l'action, c'est aussi la meilleure des choses. C'est-à-dire que lorsqu'on a une frustration, quel que soit le domaine, il faut agir. Et mais il faut agir et il faut communiquer. Et ça se Est-ce passe que en général beaucoup mieux. est-ce que pour toi, passer à l'action, c'est militer, c'est une forme de militantisme ou pour toi, c'est différent? Euh, On peut utiliser le mot militantisme, mais j'ai pas particulièrement rejoint le mouvement pour Mais militer, non, mais en hein. tout cas, tu es engagé. Est-ce que Si, c'est une forme de certainement, je suis engagé militantisme? et Ouais. j'aime raconter, c'est vrai, notre vision, ma vision, ce que nous avons réalisé, ce que ça a pu nous apporter pour échanger, éventuellement inspirer ou même prendre des avis qui peuvent nous faire évoluer dans un sens ou dans un autre. Mais je pense qu'il faut, oui, s'engager. Après, moi, ce qui m'anime, c'est mes enfants et mes petits-enfants, c'est les générations futures. C'est pour ça C'est que tu as une vision à long terme aussi. Ouais, ouais, ouais. Et puis j'aime bien les entrepreneurs qui ont une vision long terme. Je suis passionné aussi par l'architecture. Je trouve que quelqu'un comme Gaudi, par exemple, j'étais à Barcelone il n'y a pas très longtemps, et vous vous rendez compte d'un architecte qui avait une vision. Il savait parfaitement que ce serait au-delà de lui et qu'il était en train de bâtir quelque chose. Voilà, les grands bâtisseurs, ils ont une vision long terme. Je trouve qu'on manque souvent d'ailleurs de vision long terme. Nos politiques ont une vision ultra court-termiste, on le sait bien. C'est important qu'on essaie d'avoir une vision long terme et les entrepreneurs ont cette chance. Et puis, encore une fois, quand vous créez une société, en général, c'est pour 99 ans. Donc, c'est pas Mm. pour avoir une vision long terme. Et comme je l'ai dit, je prône pour qu'elle soit plus longue. Alors, avec les collaborateurs, pour revenir sur eux, la place Mm. à l'humain, je crois qu'il faut co-construire, en fait, avec les équipes. Et on peut partir d'une vision, d'un homme, un leader, et il en faut souvent un. Et ça marche mieux quand il y en a un, mais ça peut être co-construit. Et en fait, moi, tous les projets que j'ai eus, je les ai co-construits avec les équipes.
Encore une fois, on n'a pas toujours été toujours d'accord, mais il y a toujours eu place à l'échange et à la co-construction qui a créé cet effet de synergie 1 plus 1 égale 3, qui a Mm. permis à ce que des gens qui sont responsables, à qui on donne de la liberté, eh bien, ça crée en eux ce que j'appelle du bonheur et de la performance. Et avoir du bonheur et de la performance dans le travail, c'est ce qui nous fait avancer. Donc, si vous avez Mm. chaque élément de votre équipe qui est responsable, a un objectif, sait ce qu'il a à faire et qui est libre de le réaliser, avec parfois évidemment des échecs, ça créera de la performance, mais lui-même, ça lui créera déjà du bonheur. Et c'est en effet c'est cette difficulté de ensuite gérer, manager des équipes et puis être à leur service. Je crois qu'un bon leader aujourd'hui il doit être au service avant tout de ses équipes et pas nécessairement aussi que de son écosystème, ses clients, ses fournisseurs, ses tiers. Je sais que moi je dis souvent que le plus important, c'est que mes équipes aillent bien et qu'ils soient là le matin, parce qu'eux-mêmes vont être au service de mes clients, de mes fournisseurs, etc. Et que ma première préoccupation, c'est pas mon premier client, mais c'est plutôt mes premiers collaborateurs, quels qu'ils soient d'ailleurs dans la hiérarchie. Je prône aussi une hiérarchie le plus flat possible, voilà, avec des Transverse. petites équipes, des petites unités. Ça, le plus flat possible, d'accord? Pas le grand râteau avec. Voilà. Je crois qu'il faut que ce soit le plus flat possible, plutôt par mission, par fonction et par appétence, avec en demandant systématiquement à leurs collaborateurs quels sont vos rêves et essayer de voir si leurs rêves peuvent matcher, si vous voulez, dans une brique de nos rêves de notre organisation. Je crois que c'est la Voilà. Et première puis, fois, on a enregistré 20 épisodes, 20 experts, on a interrogé 20 experts. Je crois que c'est la première fois qu'on parle de rêve, de les prendre en compte en tout cas dans le monde professionnel et je trouve ça très inspirant. Je pense que ça inspirera aussi nos auditeurs de parler, de prendre soin aussi de ça, parce que le monde du travail, il peut aussi nous permettre d'accéder à certains de ces rêves. Je pense que c'est bien de ah, mais moi, je le... crois que le monde du travail, en fait, souvent, il est décrié, le travail, mais le travail, mais ça doit être extraordinaire. Celui qui va vraiment travailler et qui s'ennuie, enfin, moi, je dis souvent, alors, ok, je vais exagérer, d'accord, mais l'idée, c'est de dire, si vous n'allez pas au travail en montant 4 par 4 les marches, changez de travail. Ça Vous voyez? inspirera peut-être les chefs d'entreprise et les managers qui nous écoutent. Mm. Une fois que j'ai dit ça, évidemment, j'ai un peu exagéré. Mais et si vous allez au travail avec en reculant, changez de travail. C'est-à-dire, il y a tellement de choses qu'on peut faire aujourd'hui, et puis le monde a tellement évolué Mm. euh, sur nos et dans le bon sens. Moi, je suis fan de l'AI hein, et des outils informatiques et autres. Alors, je suis surpris de voir à quel point finalement tout le monde a peur de l'AI, l'intelligence artificielle, ça va être terrible, etc. Mais c'est une blague. C'est au service de l'humanité. Il faut le voir comme quelque chose d'ultra utile. Quel était l'intérêt pour certaines On en personnes? parlera au On fur et en à parle mesure de après, si vous l'interview voulez. parce que c'est très intéressant effectivement cette IA générative qui prend de plus en plus de place, qui peut faire parfois peur mais qui est une vraie opportunité. Alors en 2010 justement, Seafoodia, donc on le rappelle, qui est une entreprise pionnière dans la distribution de produits de la mer issus d'une pêche durable, a pris le virage de l'entreprise libérée. Qu'est-ce que ça veut dire réellement Non. justement et qu'est-ce que ça implique? Alors non, ça n'a pas pris le virage d'une entreprise libérée. C'est très différent. Ça a pris le virage d'une entreprise et on n'aura pas le temps, mais on rediscutera si vous voulez de l'entreprise libérée ou peut-être je ferai un Mhm. post, je vous écrirai. Mais moi, Ouais, ouais, je ouais. suis intéressé, sceptique et ça a fonctionné pour certaines entreprises, hein, l'entreprise libérée. Mais c'était pas fait pour nous et c'était pas fait pour moi. Je suis une entreprise libérante. Alors, Les nuances sont importantes. oui, oui, le mot est très important. Libérante pourquoi? Libérée de quoi? Ils sont libérés de quoi, nos collaborateurs? À partir du moment où vous les poussez, moi, je le vois comme l'esprit de famille. D'accord? Pour moi, nous sommes des frères et des sœurs avec qui je travaille, que j'ai choisi, d'accord? Et que j'ai choisi, qui m'ont choisi. Parce que je leur dis souvent, si vous ne nous choisissez pas, surtout ne travaillons pas ensemble. Donc, à partir du moment où ils viennent, on s'est choisi, on a décidé de travailler ensemble. Et le but, ça va être de les faire grandir. Chloé, je ne sais pas si vous êtes mère de famille, moi j'ai 5 enfants. Et mon objectif, mes enfants, c'est surtout qu'ils s'éclatent, qu'ils grandissent, qu'ils apprennent beaucoup de choses et qu'ils prennent du plaisir dans leur travail avec le plus de bonheur possible. Et qu'ils aient, si possible, bon, pourquoi pas de l'impact. D'accord? Eh bien, mes collaborateurs, c'est la même chose. Le but, c'est de les libérer, parce que souvent d'ailleurs, ils arrivent, ils ont été maltraités je ne sais où, ils ont été mal habitués dans certaines organisations, donc souvent je les récupère, même certains, à la petite cuillère où ils ont peur de tout, ils se disent, ça y est, mon boss, Oui, il va mais être justement, terrible, tu il viens est de tyran, dire etc. de les libérer. Tu viens d'utiliser le terme. Oui, mais c'est une entreprise libérante parce que ensuite, dans l'entreprise libérée, il y a énormément de choses sur lesquelles je suis pas complètement d'accord sur l'organisation.
Parce que je pense qu'on a quand même besoin d'avoir un cap. Je pense qu'il y a quand même d'avoir une vision. Je pense que aujourd'hui, une entreprise, elle est quand même, il y a des actionnaires qu'on doit leur rendre des Mm. comptes, qu'il y a énormément de contraintes sur lesquelles, dans l'entreprise libérée, euh, ça s'applique pas à toutes les entreprises. Après, il y a tellement de types d'entreprises. Mm, Il mm. existe par exemple des entreprises comme les SCOP, les sociétés Ouais, bien coopératives sûr. de D'autres production, modèles. etc. C'est pas mon cas. Moi, j'ai une entreprise dont j'ai une holding, je suis l'actionnaire majoritaire, etc. Ça fait pas partie de mes convictions. Voilà. Mm. Et Nécessairement de mettre en place une entreprise libérée. Mais nous sommes une entreprise libérante. Nous libérons les énergies, nous libérons les hommes et les femmes et toutes ces équipes pour qu'elles grandissent, qu'elles s'épanouissent. Et c'est comme ça que Sifoudia est passé en 30 ans de zéro de chiffre d'affaires rapidement à 10 millions, 100 millions, 300 millions et parmi les leaders français aujourd'hui, ou le leader aux alentours de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'on envisage et qu'on poursuit désormais, c'est notre objectif, notre croissance de 15% de croissance organique, 15% de croissance externe. On essaye d'allouer 10% de notre résultat à des actions de mécénat et de philanthropie, dont Pure Océan. Et je ne vois pas ce qui pourrait, pourquoi pas, nous arrêter si on continue cette philosophie. Alors peut-être pour des raisons diverses et variées et autres, parce que je suis pas devin non plus, et c'est évidemment très compliqué, mm, mais je vois pas pourquoi ça continuerait pas. Et jamais j'aurais imaginé faire autant d'ailleurs, Chloé. Et c'est au fil de l'eau, en appliquant des méthodes que j'ai pu apprendre, dont pourquoi pas l'entreprise libérante, que j'ai réussi à grandir. Mais ça a été entreprise. aussi parce que j'ai touché le fond, parce que j'ai découvert en 2007, 2009, pendant certaines crises, que j'étais mal organisé, qu'il fallait faire différemment, qu'il fallait La faire confiance. remise en question, ça fait partie aussi d'un parcours de chef d'entreprise comme toi, ouais, d'avoir l'humilité de se dire peut-être faire autrement, revoir certaines choses. Et effectivement, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours simple pour le Je leader. pense que pour se remettre en question, il faut en effet vivre des échecs. Et, c'est de ces échecs qu'on se construit, souvent plus d'ailleurs Mhm. que de ses succès. Donc, même si apparemment, on pourrait dire, il a tout réussi, loin de là. Vous savez, c'est l'histoire de Roger Federer, hein. Il a Ouais, gagné, vous savez, 85% de ses matchs, mais il a gagné que 52% de ses balles de tennis. ouais. Mais a Donc, priori, il il ne a faut pris pas beaucoup dans oublier ses balles perdues. que, Ouais. voilà, Et en les balles. 2016, d'ailleurs, dans le prolongement de ces échanges, vous avez été labellisé Great Place to Work, donc super endroit pour travailler. On imagine que les... Oui, je te vois Oui, ben, mais encore une fois, ça me réagir. paraît tellement évident que si vous donnez un Mm. cadre de travail sympa, moi, par exemple, je suis pas pour le télétravail. Parce que dans le télétravail, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul, vous n'êtes pas accompagné, vous n'êtes pas dans le partage, vous n'êtes pas dans l'innovation, vous avez qu'un seul focus. Moi, je crois qu'aller au bureau, si le cadre est génial, on est mieux au bureau que avec des équipes que chez soi. Est-ce qu'il faut Euh, choisir? Est-ce qu'on est obligé de choisir? Est-ce que on peut avoir les deux? Enfin, tu vois, sur une semaine, il y a 5 jours. Pourquoi imaginer, pourquoi pas une journée de télétravail pour peut-être aménager des vies de collaborateurs aussi? Pourquoi je pense que, choisir? je pense que ça dépend des postes. Oui. Par contre, il faut que ce soit diversifié. Mais ça peut être aussi du télétravail. En fait, il y a une différence entre le télétravail et le home office. Mm. Vous avez du temps où on est à la maison, du temps où on veut travailler en équipe, du temps où on est, voilà, à faire une visio, il faut trouver un endroit qui est fermé, du temps où, etc. En fait, vous avez des temps qui doivent être très différents, des temps où on se forme, des temps où on s'informe, des temps où on réfléchit justement à comment travailler plus efficace. Mm. D'accord? Il y a énormément de temps qui sont différents dans le temps de travail lorsqu'on est payé une quarantaine d'heures. Donc tout ça, il faut, voilà, ça dépend des postes, hein, évidemment. Il faut le Ça dépend des moduler. postes, des responsabilités des personnes, mais globalement, je, je pense que l'homme, globalement l'humain, il n'est pas fait, moi, pour travailler seul devant un écran toute la journée. C'est pas positif. Et c'est pas quelque chose qui va les faire grandir. Je pense que, vous savez, ce qu'on a toujours dit autour de la machine à café, et ça, on ne pourra pas l'embrasser. Léa n'enlèvera jamais la machine à café. Et Ouais, les c'est important de le discussions de rappeler. comment tu vas, tiens, t'es beau gosse, tiens, ah ouais, tu sens bon, bonjour, tchac, le check. Ça, c'est quelque chose qu'on perdra jamais. Par contre, il y a énormément de choses qui vont changer. Alors justement, aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat, notamment face aux urgences environnementales hein, que tu défends à travers tes actions. Tu es aussi David, cofondateur du mouvement des Transformers, dont l'ADN est l'utilité, l'audace, le territoire et l'impact.
À chaque fois, tu portes un message assez fort. Les entrepreneurs ont un pouvoir d'action pour transformer nos façons de produire, de consommer, de voyager. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce mouvement, justement, à le co-créer? Alors en fait, moi, j'ai quatre axes qui m'animaient. Le premier, dans cette transformation, c'était déjà moi-même. Le premier axe a été dans cette prise de conscience, c'est consommer différemment, voyager différemment, avoir un jardin, et essayer de remettre la main dans la terre pour voir ce que c'est que jardiner, voilà, tout simplement, avoir un potager, Revenir au prendre des basique. mains. La base, en fait, prendre un produit qui est entier, qui n'est pas transformé, le consommer, s'intéresser à sa propre alimentation, des produits transformés versus pas transformés, etc. Et ça, donc, et prendre soin de soi. Le plus important, c'est soi-même. Donc, ça doit partir de soi. Et soi-même, on doit se mettre dans le bien-être. Parce qu'on a beau être père de famille ou mère de famille, les enfants, ils ne doivent pas passer avant vous. Vous devez prendre soin de vous-même. Vos enfants, ils vous regardent. Et si vous êtes bien, vos enfants seront bien. Si vous n'êtes pas bien, vos enfants ne seront pas bien. D'accord? Mais ça s'applique aussi dans une entreprise, dans toute organisation. Mm. Deuxième point, évidemment, j'avais besoin d'un gagne-pain. Alors, Seafoodia, c'était génial. C'était de bons produits pour les hommes, les animaux, la planète, partout dans le monde. J'avais un message à transmettre. On fait 100 000 tonnes, je pense qu'on doit faire 1 million de tonnes. Et plus on sera gros, plus on pourra passer un message. Tant, ben, vous savez, il faudra, dans 20 ans, 70% plus de produits pour nourrir les hommes. On fait C'est énorme. comment? Ouais. On fait comment? Moi, j'ai des idées et j'ai des solutions. Mais on fait comment pour les nourrir? On n'a pas le choix, là. Je vous vois lever les yeux. Donc, il faut trouver les solutions pour nourrir les hommes. Parce qu'on ne peut pas crever de faim, hein. On ne peut pas les laisser crever de faim. Et il y a des pays, mais il y en a de moins en moins, où on crève de faim. On crève quasiment plus de faim aujourd'hui dans le monde, ce qui est une bonne nouvelle. Le monde va quand même beaucoup mieux, globalement, qu'il y a 25 ans. Mais encore une fois, les médias, je trouve, sont très anxiogènes. Donc, j'ai créé Seafoodia. Après, parce que j'ai vu toutes les difficultés, enfin, à quel point on maltraitait l'océan, et on le connaissait peu, et que j'étais passionné malgré tout par la science, j'ai créé Pure Océan pour financer des programmes de recherche appliquée et parler de l'océan qui est 70% de la surface de la Terre, hein. Et Oui, si là, vous c'est voulez, plutôt la recherche scientifique pour c'est aller protéger. financer des programmes de recherche scientifique, mais en même temps embarquer les entrepreneurs. Ma motivation, c'est embarquer les entrepreneurs pour eux aussi les transformer, sans les pointer du doigt, mais faire cette prise de conscience. Qu'on est en train d'échanger ensemble, et j'ai encore un dîner ce soir avec une dizaine d'autres entrepreneurs. Je crois que c'est en échangeant et en disant, et toi, tu le vis comment? Et en donnant des faits précis que les gens peuvent évoluer pour justement essayer de créer des déclics Des ou des déclics. prises de conscience, pour que les entreprises évoluent. Parce que les entreprises, elles n'ont pas changé, hein. Les statuts n'ont pas changé. Il y a très peu d'entreprises à mission, Big Corp et autres. Donc, il faut trouver d'autres angles pour transformer les entreprises et les entrepreneurs. Et enfin, le dernier axe, c'est finalement, on vit où? Et l'idée des transformeurs, elle est partie dans les premiers jours en fait du Covid, il y a environ 5 ans, parce que enfin, elle est partie, on l'avait déjà, c'était se dire localement, qu'est-ce qu'on fait pour Marseille? Qu'est-ce qu'on fait pour notre métropole? Lorsqu'on est dirigeant d'entreprise, pour moi, on a d'autres obligations. Pour moi, on doit passer 10-15% de son temps à faire autre chose qu'uniquement gérer sa boîte et être là aussi pour gagner de l'argent. Dans ces 15%, on a une obligation locale parce que nos collaborateurs vivent dans la ville. Mm. Nos tiers vivent dans cette ville. Donc, pour moi, on a une obligation de, de s'assurer que notre ville se porte, et notre métropole, notre village se porte le mieux possible. Or, Marseille, on a de sacrés enjeux. Et je suis Marseillais de souche par ma mère depuis 6 ou 7 générations. Donc, je me sens très Ça fait Marseillais. pas. J'ai grandi à Montolivet dans le 12e, comme je l'ai dit. Donc, je me sens très Marseillais. Je suis complètement amoureux de ma ville. Mais il y a de vrais enjeux, des enjeux d'éducation, des enjeux d'environnement, des enjeux, voilà. Et c'est tous ces enjeux euh, on souhaitait mettre en avant des associations pour un objectif commun. Alors, lorsqu'on crée les transformeurs, on se dit avec les cofondateurs, et on est 7 à ce moment-là, alors que je contacte en disant, les gars, vous êtes tous des entrepreneurs, vous êtes reconnus, vous étiez à la chambre de commerce, à l'union patronale, vous étiez président d'association, etc. Si tous ensemble, on se mettait à jouer un rôle pour la ville et qu'on allait en essayant de transformer et de mettre en avant des associations qui vont grandir demain pour notre ville, parce qu'on ne peut pas gérer la ville en 2025 ou en Mm. 2020 comme on l'a géré en 1950. Et on a plein de vieilles associations qui étaient là en 1950. Mais 1950, c'est l'après-guerre. On est Mm. dans les 30 glorieuses. Ça n'a rien à voir avec 2025, ce qu'on sait aujourd'hui du monde.
Donc, c'est Qui mettre s'accélère en en avant des plus de plus en associations plus. et, et porter nos propres projets. Donc, trop souvent, je dis souvent, les entrepreneurs subissent ces mutations économiques ou écologiques alors qu'elles ont ce pouvoir d'agir. Et nous, ce qu'on a voulu, c'est avoir un mouvement d'entraide, d'inspiration pour montrer que l'impact positif peut être un moteur de croissance. Alors, ça prend très peu de temps, on se réunit une fois par mois, on a deux, trois réunions pendant le mois, on travaille le soir, c'est pas quelque chose qui prend du temps. Je veux dire, ça doit pas C'est un être vrai chrono. engagement pour le territoire, c'est un travail collaboratif pour une ville, pour un territoire, pour Marseille. Exactement. C'est un appel à la responsabilité, à l'audace, à travailler ensemble, à devenir des acteurs du changement, mais très concrètement, des créateurs de valeur financière. On a les moyens, la créativité, les réseaux pour imaginer un capitalisme qui est plus humain et durable. Donc ça rassemble des hommes, des femmes, des curieux, des créatifs, des audacieux, de tout milieu, hein, économique, Mm. associatif, culturel, qui sont extrêmement différents. Et C'est une façon d'appeler ouais, les entrepreneurs à reprendre la main sur les transformations du monde avec plus d'audace, plus de responsabilité. C'est de rappeler aux entrepreneurs qu'ils ont un rôle, comme tu le disais, au-delà de leur entreprise aussi, qu'on peut exactement. opérer de différentes manières. Exactement. Donc, à chaque réunion, on met en avant des associations qui viennent de naître ou qu'on pense qu'on pourrait porter, qui peuvent intéresser justement des transformeurs, des dirigeants d'entreprise. Donc, on essaie de créer des liens, des réseaux et ça marche plutôt Et bien. justement, comment tu parviens à transformer cette diversité d'expériences dont tu parles en une vraie intelligence collective capable de générer de l'impact? Vous savez, ça se fait tout seul à partir du moment où vous avez des dizaines et des dizaines de personnes qui se réunissent, qui écoutent des différentes associations, qui elles-mêmes échangent et portent des projets, les choses se font naturellement, hein. Alors Mm. après, on pourrait faire plus, on pourrait faire moins. Moi, je trouve que c'est déjà très bien et on est plutôt satisfait, hein, de nos projets emblématiques. 52 entrepreneurs qui lèvent un peu plus d'1 million d'euros pour aller financer la réhabilitation d'immeubles en péril à Marseille, 33 logements. C'est déjà, ça s'appelle Plus belle ma ville. C'est de l'ultra concret, hein. Mm. Fallait le faire. Tout le monde est en mode bénévolat dans l'histoire. Donc, des immeubles en péril, vous savez combien il y en a à Marseille? Il y en a plus de 1000. Ouais. Et même s'il existe des structures gérées par la ville, par l'État, pour rénover des immeubles, dans les 5 ans qui viennent, ils vont en rénover une trentaine, une quarantaine. Encore une fois, il y en a 1000. Mm. On fait quoi? Moi, Notre je veux foi, il bien que, revient souvent, hein. Ouais. pour moi, on devrait pas s'en occuper. Bon, malheureusement ou heureusement, mais c'est l'histoire pour moi des cités, des villes. Il faut, Mm. justement, il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien. Quand ça va moins bien, eh ben, il faut que les gens qui ont la capacité, en fait, de faire des projets le fassent. Et les entrepreneurs ont souvent cette capacité parce qu'ils ont cette résilience, cette innovation, etc., qu'ils ont appliquée pour leurs entreprises ou leurs propres organisations. Et pour grand nombre, finalement, l'intérêt commun, ils sont prêts à passer du temps et des heures. C'est ça l'idée des transformers. Retrouvez la deuxième partie dans l'épisode suivant.